J'ai deux questions, messieurs. La première, c'est en janvier dernier, il y a un accord OCDE-États-Unis. Cet accord OCDE-États-Unis, certains considèrent qu'il n'est pas conforme au droit de l'Union, en particulier à la directive de 2022. Et pourtant, la Commission européenne a fait une communication disant que tout allait bien. Donc, est-ce que vous considérez que la Commission européenne a baissé sa culotte et s'est assise sur le droit de l'Union elle-même, considérant encore une fois qu'il y a probablement une non-compatibilité, en tout cas c'est très discuté, du droit de l'Union avec l'accord États-Unis-OCDE? Première question. Deuxième question qui s'adresse à vous, monsieur. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai noté votre phrase, la France est le pays qui a le plus perdu en matière d'exil fiscal. J'ai noté cette phrase. Alors, l'ai-je bien compris? Et pouvez-vous me l'expliquer et éventuellement me donner les éléments qui me permettent de m'y raccrocher? Merci. Rapidement, sur la première question, il y a un vrai, et je pense que la première audition qui a été menée de M. Gutmann a quand même montré qu'il y a un vrai risque juridique et il y a une vraie incertitude sur est-ce que le droit est-ce que c'est conforme avec la directive pilier 2? Et ça pose aussi une question du précédent qui a été créé. Est-ce qu'une communication de la Commission a la même valeur qu'une directive? Est-ce qu'aujourd'hui, la modification profonde du pilier 2 par cet accord est un simple safe harbor qui ne nécessite pas une directive? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne crée pas un précédent de modification substantielle du droit sans passer par des modifications de directives et donc sans passer après par des transpositions au niveau national, sachant que si à chaque fois on intègre des commentaires de l'OCDE de manière dynamique sans passer par des modifications législatives au niveau européen puis au niveau national, je pense que ça crée des précédents qui sont assez dangereux et puis ça pourrait s'étendre à d'autres champs que la fiscalité. Donc c'est une question d'interprétation de l'article 32 notamment de la directive pilier 2, mais en tout cas à la fois dans la méthode, dans l'absence de débat, dans la méthode et dans l'absence de modification de la directive, ça pose un vrai risque juridique et en tout cas, il y a un risque de contentieux aujourd'hui qui est assez grand. La deuxième, donc ma phrase exacte, c'était plutôt de dire la France est le deuxième pays au monde qui a perdu le plus de recettes fiscales et donc ça, c'est sur des données du Tax Justice Network et je me tiens à disposition pour vous les envoyer après. Et donc, c'est des données entre 2016 et 2021 et donc la France était, après les États-Unis, le deuxième pays au monde qui, en valeur absolue, a perdu le plus de recettes fiscales du fait de l'évasion fiscale des multinationales. Donc, je ne suis pas un expert spécifique de la question de l'intégration des clauses de sauvegarde dans le droit de l'Union européenne. À ma connaissance, c'est sans précédent. Donc ça indique quelque chose déjà. Moi, ce qui m'a plus surpris dans le processus, c'est moins la manière dont l'Union européenne a intégré ça sans une renégociation de directive, mais plutôt la manière dont l'OCDE a accepté l'équivalence entre ce que proposaient les États-Unis et le pilier 2. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement politique. Donc j'en ai parlé un petit peu dans mon propos liminaire. Les deux systèmes sont différents. Et au vu du travail de fourmi qui a été fait par l'OCDE pour s'assurer des équivalences tout au long de la négociation, accepter un projet de loi en négociation, parce que le projet de loi au BBA, il a été validé fin novembre, et accepter début décembre l'équivalence, ça me semble quand même assez rapide en termes d'évaluation de l'impact pour dire bon bah c'est globalement équivalent, 15% d'un côté, 14%, on va fermer les yeux, c'est pas exactement la même base fiscale et c'est pas exactement la même ce qu'on appelle le jurisdictional blend, c'est pas le même blending, donc mais disons que c'est équivalent en une semaine, ça me paraît un petit peu rapide. Et donc ça va être revu en 2029, mais déjà le fait de donner une équivalence en une semaine, ça me semble quand même assez problématique. Mais là c'est plutôt au niveau de l'OCDE. Juste un mot sur les estimations. Alors, je ne connais pas dans le détail les estimations du Tax Justice Network, mais toutes les estimations montrent un impact important
de l'évitement fiscal sur les recettes fiscales françaises. Et la France est parmi les plus gros pays à en pâtir. Alors en montant absolu parce que c'est un gros pays, mais aussi parce que c'est une économie qui est très internationalisée avec une grosse place des multinationales dans son économie, plus que d'autres pays. Donc ça, c'est une caractéristique de l'économie française qui l'expose à ces mécanismes de transfert de profit. Voilà, la plupart des études aboutissent quand même à 10 milliards de pertes fiscales par an sur l'évitement fiscal. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on peut les récupérer aussi. Voilà, c'est forcément quelque chose qui peut être récupéré directement, mais en tout cas, on aboutit en général à des montants de 10 milliards au moins dans la plupart des études qui sont assez convergentes de ce point de vue-là.